Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 66 de Parlons Constitution. On va parler de la responsabilité pénale de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, et aussi du président de la République. Mais avant toute chose, bien sûr, quelques rappels. Qui sont les membres de l'exécutif? Et on va le voir très rapidement, de façon très résumée. Donc, si vous voulez en savoir plus, les détails sont dans les épisodes 25, 28, 29, 30 et 34. 25, 28 pour le gouvernement, 29, 30 pour le président de la République, et 34 pour un résumé de la responsabilité politique de l'exécutif. Sinon, après le 34, il y en a d'autres, 35, 36, 37, qui parlent plus spécifiquement de certains types de contrôle de l'exécutif, de contrôle du gouvernement, c'est-à-dire la motion de censure, les questions de confiance et déclarations de politique générale, ce genre de choses. Bien, donc on commence. Quels sont les membres de l'exécutif? Qui sont les membres du gouvernement? Il y a 3 directeurs par la Constitution, qui sont en fait l'équivalent du Premier ministre actuellement. Ils sont nommés par le président de la République, et ensuite il propose au président de la République de nommer, et il est obligé de nommer les ministres qui sont proposés, ministres d'État notamment, ministres délégués, secrétaires d'État et hauts commissaires. Après il y a aussi tous les fonctionnaires qui les aident, mais ça c'est pas le gouvernement lui-même. On a le ou la présidente de la République aussi, qui est élue par tous les citoyens à la méthode Borda modifiée, qui est aussi révocable. Le président de la République, la présidente de la République peut être révoquée par tous les citoyens. Mais quels sont les rôles du gouvernement et du président de la République? Le gouvernement, son rôle, c'est de mettre en œuvre et de faire appliquer les lois, de diriger l'administration, la diplomatie, la force publique et la force militaire, et d'élaborer les politiques publiques, de participer à la mise en œuvre, à la conduite, à la détermination avec l'Assemblée nationale de la politique de la nation. Le président de la République, lui, est chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. Il incarne l'autorité de l'État, il a aussi d'autres fonctions, d'autres pouvoirs, mais il ne faut pas le penser comme un chef de l'exécutif, non. Les chefs de l'exécutif, ce sont les directeurs, ce sont les chefs du gouvernement. Lui, il est chef d'État, arbitre, gardien, représentant droit. Il n'est pas chef de l'exécutif, il n'est pas non plus chef des armées, contrairement à ce qui est le cas actuellement dans la 5e République française. Bien, donc on vient de voir qui sont les membres de l'exécutif, quels sont leurs rôles de façon résumée bien sûr. On va maintenant voir la responsabilité politique de l'exécutif. L'exécutif est responsable, notamment le gouvernement, devant le Parlement, avec la question de confiance, 49.3 motion de censure, et on a le président de la République qui lui n'est pas responsable devant le Parlement ni devant le gouvernement, il est responsable devant les citoyens qui l'élisent et peuvent le révoquer. Bien, maintenant nous allons passer au cœur du sujet, c'est-à-dire la responsabilité pénale. Ce n'est pas la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est être responsable de ses actions politiques envers des personnes qui vont juger ses actions politiques. La responsabilité pénale, c'est par rapport au droit pénal, donc à des infractions qui pourraient être commises, des délits, des crimes. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas la même responsabilité. La responsabilité politique est envers certaines instances, certaines institutions de la société. La responsabilité pénale, c'est envers tout le monde, envers la société en général, et surtout envers le droit établi, qui interdit certaines choses, donc des crimes, des délits, qui pourraient être commis par le gouvernement, ou même par le président de la République. Alors actuellement, pour le gouvernement, qu'est-ce qu'on a? On a les actes hors exercice des fonctions, en fait, qui sont commis en dehors de l'exercice des fonctions. C'est par exemple un ministre qui va commettre un meurtre, mais dans un cadre privé, ou beaucoup moins grave, hein. Ça peut être tout simplement de l'évasion fiscale. Bon, c'est pas top, hein, c'est pas bien, c'est un délit, mais c'est hors de l'exercice des fonctions. Et dans ce cas-là, la responsabilité est ordinaire devant les juridictions de droit commun, c'est-à-dire que le ministre doit être responsable, normalement, comme tout le monde, comme tout citoyen, devant les juridictions communes, les juridictions normales. Aussi, il y a une jurisprudence, la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui est une pratique politique selon laquelle un ministre mis en cause dans une affaire judiciaire devrait démissionner. C'est une jurisprudence, c'est-à-dire que c'est une règle mise en place, et ici c'est pas une jurisprudence juridique, mais plus politique, c'est une règle mise en place par la pratique, par Balladur et Bérégovoy, qui ont acté cette pratique politique, qui l'ont rendue pleinement effective,
même si parfois il y a des cas un peu limites où des personnes sont mises en cause mais pas complètement, et en fait cette jurisprudence, elle dépend vraiment des cas. Elle dépend des cas parce qu'il y a aussi quand même la présomption d'innocence. Une personne mise en cause dans une affaire n'est pas forcément coupable. Elle peut être complètement innocente. C'est pour ça que cette pratique politique, elle est discutable. Mais tout de même, pour moi, je suis plutôt pour en fait. Surtout s'il y a une condamnation, évidemment. Mais ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Il y a, comme j'ai dit, la présomption d'innocence qui doit rester possible. Surtout si ce n'est pas, surtout si le dossier n'est pas bien solide, s'il n'y a pas grand chose dans le dossier, si le ministre est juste suspecté d'avoir commis un potentiel délit, mais avec peu de preuves, là voilà, est-ce qu'il faut que la personne démissionne, est-ce qu'il faut que le ministre démissionne, s'il est vraiment innocent? Bon, c'est compliqué. La pratique politique veut qu'il démissionne, mais bon, ça dépend vraiment des cas. Et après, ça c'est pas juridique, cette pratique, et je ne souhaite pas la rendre juridique. Ça doit vraiment dépendre des cas, et je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre cette règle dans la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les actes commis dans l'exercice des fonctions, c'est-à-dire en tant que ministre? Eh bien, avant 1993, la responsabilité pénale pour les actes dans l'exercice des fonctions était devant la Haute Cour de justice, qui était une cour spéciale, composée de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, élus chacun en son sein, donc des membres de l'Assemblée nationale élus par l'Assemblée nationale, des membres du Sénat élus par le Sénat. Cette haute cour de justice n'a jamais été réunie, et elle a même été carrément supprimée en 2007. Et pourquoi avant 1993? Parce que il y a eu depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 qui a modifié la Constitution et qui a donc modifié les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution qui nous disent que les ministres, le gouvernement, sont responsables pénalement pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions devant une cour de justice de la République. Donc là, on est en dehors des juridictions de droit commun aussi. La CJR est composée de 12 parlementaires élus, 6 par l'Assemblée nationale et 6 par le Sénat, et de 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont un qui préside la CJR. Aussi, leurs décisions sont prises à la majorité absolue. Mais la CJR ne se réunit pas dès qu'on lui soumet une affaire. Non. Il y a un filtre avant, il y a une commission des requêtes, qui s'occupe donc de cette saisine, qui reçoit les saisines, et qui va les filtrer. Cette commission des requêtes, ce sont les magistrats qui vont en faire partie, qui vont effectuer ce filtrage. Selon la loi organique, ce sont 3 magistrats de la Cour de cassation, 2 du Conseil d'État et 2 de la Cour des comptes. Pourquoi il y a cette filtration? Pourquoi est-ce qu'on empêche la CJR de se réunir pour tout et n'importe quoi? Justement, parce que c'est pour tout et n'importe quoi. En fait, si on ne met pas cette filtration, qu'est-ce qui pourrait se passer? Des opposants politiques pourraient utiliser la saisine de la CJR pour exercer une pression sur le gouvernement sans fondement. Ça évite en fait une utilisation politique, une utilisation abusive de cette procédure de mise en cause de la responsabilité pénale du gouvernement. Mais alors, qu'est-ce que j'en pense moi? Eh bien, pour moi, ceci doit être modifié. Donc je propose une réforme. Voici ce que je propose. L'actuelle protection pénale des membres du gouvernement est en fait un héritage historique, fondé sur la séparation avec le pouvoir judiciaire. On évite que ce soit le pouvoir judiciaire, de droit commun, les juges, qui jugent le gouvernement, qui jugent le pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'on a la CJR qui est parlementaire, il y a 12 élus, même s'il y a un peu de magistrats. C'est un peu mixte. C'est aussi un héritage historique fondé sur la stabilité des institutions, pour limiter les actions contre le gouvernement, les actions en justice contre le gouvernement, pour mettre en cause leur responsabilité pénale. C'est aussi une certaine idée de l'action de l'État, et en particulier du pouvoir exécutif, qui serait, un peu au-dessus des lois. Je dis un peu pour certains actes qui pourraient être qualifiés de crimes, pourraient être qualifiés de délits. Sauf qu'en pratique, la CJR rend des décisions peu cohérentes. Au moins, elle rend des décisions contrairement à la Haute Cour de justice. Mais ces décisions sont peu cohérentes, parfois avec de faibles condamnations, des jugements moraux et non en droit, c'est-à-dire qu'on va juger, dire c'est pas bien, mais sans se fonder sur un texte.
sans se fonder sur un texte juridique, sur une loi, sur une règle du droit. Ou alors sur d'autres fondements douteux. Il n'y a pas que des jugements moraux, ça peut être des fondements juridiques un peu interprétés bizarrement. Enfin, voilà, la CJR, c'est pas des juges, c'est surtout des parlementaires. Et donc il y a un jugement moral, pseudo-politique, pseudo-juridique. C'est pas pleinement juridique, c'est pas pleinement précis, c'est peu cohérent, les condamnations sont souvent faibles, les fondements sont douteux, donc, pour moi, c'est pas idéal. Aussi, il est important de rappeler que l'exécutif est censé et doit respecter le droit. C'est la notion d'état de droit. Il est censé respecter le droit, et y compris le droit pénal, même s'il y a certains pouvoirs exceptionnels liés à leur fonction, mais ils sont prévus par le droit, donc ils respectent le droit. Si c'est prévu par le droit qu'ils commettent des actes qui, s'ils n'étaient pas membres du gouvernement, pourraient être qualifiés comme des délits, ben c'est possible. C'est le droit qui le dit, mais il faut que ce soit dit par le droit. Si c'est pas dit par le droit, si c'est juste une irresponsabilité pénale pour les actes commis dans l'exercice des fonctions, alors c'est problématique. Car c'est l'impunité pour des actes qui pourraient être considérés, qui seraient considérés comme illégaux. Car non fondés en droit, interdits par le droit, sans exception. Bon, pour ce qui est par contre des actes commis hors de l'exercice des fonctions, là je suis d'accord avec ce qui est actuellement, c'est-à-dire que c'est la responsabilité ordinaire. C'est-à-dire que c'est la responsabilité ordinaire devant les juridictions de droit commun. Mais pour ce qui est commis dans l'exercice des fonctions, eh bien pour moi c'est aussi les juridictions pénales de droit commun. Mais par contre, on garde la filtration par la commission des requêtes. Alors pourquoi les juridictions pénales de droit commun aussi pour les actes commis dans l'exercice des fonctions? Eh bien pour ce que je viens de dire juste avant. La CJR rend des décisions peu cohérentes, peu fiables. Et l'exécutif doit respecter le droit. Et ça ne pose pas de problème, en lien avec leur fonction, s'ils respectent le droit. Pourquoi? Car certains pouvoirs exceptionnels, certaines dérogations au droit commun, sont prévus, peuvent être prévus par le droit directement. Mais ça doit être le droit qui le dit. Sinon c'est une infraction, et donc les juridictions pénales de droit commun vont pouvoir s'en saisir, enfin plutôt vont pouvoir être saisies, même s'il doit toujours y avoir une filtration par la commission des requêtes, pour éviter quoi? Les procédures abusives, les utilisations politiques. Ça c'est toujours le cas, c'est toujours important. On essaie d'éviter au maximum qu'il y ait des recours abusifs, qu'il y ait des procédures qui pourraient mettre en cause le gouvernement, qui pourraient conduire à des démissions, qui pourraient renverser des gouvernements juste pour des procédures non fondées ou insuffisantes. Et cette commission des requêtes, ce ne serait pas la simple filtration opérée par les juridictions pénales, non, ce serait une commission spécifique, comme actuellement. Mais, attention, avec une formation différente. Il y aurait pour moi, dans cette commission des requêtes, 4 magistrats de la Cour de cassation, dont un qui est président et qui est élu par la Cour de cassation. Il y aurait 3 membres du Conseil d'État. 3 aussi de l'organe indépendant mixte dont on a parlé, qui pourrait être en fait tout simplement le nouveau Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi pas garder ce nom-là? Et en faisant bien attention à respecter les 3 tiers, parce que pour rappel, cet organe indépendant mixte, qui est notamment là pour nommer au plus haut poste des juridictions, eh bien, elle est composée de 3 tiers, un tiers politique, un tiers juridique et un tiers populaire. Entendez par là, un tiers de personnalité politique, un tiers de personnalité de la société civile, de citoyens lambda, et un tiers de membres des juridictions, de juristes, etc. Et tout ce petit monde, il serait élu pour 5 ans par ces instances. C'est-à-dire par la Cour de cassation, pour les magistrats de la Cour de cassation, par le Conseil d'État, pour les membres du Conseil d'État, et par cet organe indépendant mixte qui pourrait s'appeler le Conseil supérieur de la magistrature, pour ces 3 membres qui font partie de cette institution. Aussi, cette commission des requêtes déciderait à la majorité absolue. Donc comme ils sont 10, 4 plus 3 plus 3, eh bien ce serait 6 voix sur 10. Bien, avant de finir là-dessus, j'aimerais quand même donner un rappel important. Il faut respecter la procédure contradictoire lors de l'examen des dossiers. C'est important de respecter cette procédure. La procédure contradictoire, qu'est-ce que c'est? C'est de laisser la possibilité au gouvernement de se défendre, et aussi aux personnes, bien sûr, qui font la saisine, qui attaquent, qui accusent le gouvernement, de donner leurs preuves. Les 2 parties
doivent pouvoir se défendre leur point de vue, donner leurs moyens. Alors, je suis pas juriste, donc vous me pardonnerez s'il y a des mots qui sont un peu inexacts juridiquement, des précisions qui ne sont pas faites, je ne suis pas juriste, surtout pas juriste de droit pénal. Je m'y connais, bien sûr, en droit constitutionnel, mais pas en droit pénal, puisque j'ai pas de formation de juriste. Donc, s'il y a des juristes qui suivent cette série, voilà, vous pouvez donner des compléments dans les commentaires, ce serait très bien, pour nous éclairer notamment sur certains points de droit, notamment sur des procédures de droit pénal. J'ai quelques bases, bien sûr, en droit, mais pas suffisamment pour avoir les termes corrects, ou pour donner des précisions qui, j'essaie de m'en abstenir, parce que ça pourrait être inexact. Et surtout, c'est pas forcément le sujet, puisqu'on parle ici de constitution, de droit constitutionnel, et je le rappelle, de ma vision politique dans ce domaine. Bien, passons maintenant à la responsabilité pénale du président de la République. L'article 67 de la Constitution actuelle, donc de la Ve République, nous dit ceci. Le président de la République n'est pas responsable en principe pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et, depuis la révision constitutionnelle de 2007, il est responsable pénalement, mais après son mandat, pour les faits commis hors exercice de ses fonctions, avec un délai d'1 mois, c'est-à-dire pas tout de suite après son mandat, mais 1 mois après son mandat, on peut de nouveau l'attaquer, mettre en cause sa responsabilité pénale, pour des actes commis hors de l'exercice de ses fonctions, y compris pendant son mandat, bien sûr. En fait, tout ce que ça dit ici, c'est que aucune procédure n'est autorisée à l'encontre du président de la République pendant son mandat, même pour des témoignages, des informations. Non, aucune procédure juridique n'est autorisée à l'encontre du président de la République pendant son mandat. C'est pas une irresponsabilité pleine et entière pendant son mandat, puisque s'il commet des délits, des crimes hors de l'exercice de ses fonctions pendant son mandat, on pourra lui reprocher, on pourra l'attaquer pénalement, mettre en cause cette responsabilité, mais à partir d'1 mois après la fin de son mandat. Alors pourquoi ça? C'est pour protéger cette fonction, cette haute fonction de l'État, qui est ce rôle de chef de l'État. Mais il y a 2 exceptions. Des exceptions importantes, surtout des exceptions à l'irresponsabilité pénale pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions, ce qui est marqué juste au-dessus, par l'article 67. Et ce sont 2 articles, 2 exceptions, 2 articles. L'article 53-2, qui parle de la Cour pénale internationale. Donc, pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de génocide, etc., la Cour pénale internationale peut être saisie. Et la Constitution de la Ve République, et je souhaite que ce soit toujours le cas, reconnaît la Cour pénale internationale pour juger le gouvernement et le chef de l'État pour ce type de crimes. Des crimes très graves, j'allais dire politiques, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça de la politique de faire des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre? Non, c'est pas de la politique, c'est de la barbarie. Ensuite, il y a une autre exception, c'est l'article 68, qui est en fait une procédure de destitution du chef de l'État, du ou de la présidente de la République. Quand ça, et là je vais citer l'article 68, c'est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pas très clair. Mais ça concerne, par exemple, la haute trahison. Bon, c'est pas très clair, peu importe. L'idée ici, c'est qu'il y a une possibilité de destitution pour un manquement grave à ses devoirs de président de la République. Qu'on est à moitié sur du pénal ici. L'initiative, c'est par 1/10 des députés ou des sénateurs qui ensuite vont voter à la majorité des 2/3 dans chaque assemblée, donc la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale, la majorité des 2/3 du Sénat, dans un délai de 15 jours après l'initiative qui a été lancée par 1/10 des députés ou 1/10 des sénateurs. Et ensuite, s'il y a ces 2 votes, la majorité des 2/3 dans chaque assemblée, il y a réunion de la Haute Cour. La Haute Cour, composée d'un président de l'Assemblée nationale et de 22 parlementaires désignés par les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui vont ensuite s'exprimer à bulletin secret sur cette potentielle destitution du chef de l'État, qui là s'opère dans un délai d'1 mois. Donc au total, ça fait 1 mois et demi après l'initiative, 15 jours pour les votes dans les assemblées, et ensuite 1 mois pour la Haute Cour. Bon, donc ici, il n'y a pas de magistrat. C'est politique. Mais pour une question semi-politique,
c'est la destitution, donc pour des manquements, pour imaginer des crimes, des délits, la haute trahison, ce genre de choses. Donc on n'est pas vraiment sur une responsabilité politique, on est sur une responsabilité un peu, un peu hybride. On n'est pas vraiment sur de la responsabilité politique et pas vraiment sur de la responsabilité pénale complète. Donc cette destitution est possible, mais bien sûr avec un délai pour éviter que ça dure trop longtemps et qu'une partie des membres de la haute cour décident de faire de l'obstruction, par exemple des soutiens au président de la République qui voudrait empêcher que ça intervienne trop rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des délais, parce que c'est quand même une question importante si elle est posée. Bon, moi tout ça, ça ne me convient pas complètement. En fait, tout ça, pour moi, je suis plutôt d'accord, sauf pour la procédure de destitution, puisque j'aurai quelques nouveautés à apporter à cette procédure de destitution. Quelques nouveautés, quelques changements, juste quelques-uns. L'initiative d'abord, pour moi, ça doit pas être 1/10. 1/10, c'est trop peu pour une procédure aussi importante, aussi dangereuse, même si elle n'a jamais abouti, elle n'a jamais vraiment été utilisée. C'est quand même une question grave. Donc pour moi, ça doit être 1/3 de l'Assemblée nationale ou 1/3 de la Chambre des sages. La Chambre des sages, je rappelle, parce que pour moi, dans ma vision constitutionnelle, il n'y a pas de Sénat, il y a à la place une Chambre des sages qui a des fonctions différentes, qui fonctionne différemment, qui n'est pas élue de la même façon. Bref, c'est autre chose, mais c'est quand même une deuxième chambre au sein du Parlement. Donc l'initiative 1/3 de l'Assemblée nationale ou 1/3 de la Chambre des sages. Ensuite, il y aurait un vote à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, mais pas cette fois à la majorité des 2/3, je trouve que c'est trop. Donc pour l'initiative, je trouve que c'était pas assez, mais pour le vote dans les chambres, je trouve que c'est trop. C'est pas logique d'avoir un vote aussi élevé, alors que c'est pas le dernier vote, c'est pas la décision finale, c'est juste le choix de la réunion de la haute cour. Donc pour moi, ça doit être simplement à la majorité absolue. C'est quand même une majorité plus forte que la majorité simple, mais c'est moins fort que la majorité des 2/3. Et on garde toujours le délai des 15 jours, bien évidemment. Ensuite, la haute cour, ce serait, plus la même chose, ce serait l'Assemblée nationale et la Chambre des sages. Par contre, ce serait pas le conseil scientifique. Parce que je rappelle, par la Constitution, il y a aussi un conseil scientifique en plus des deux chambres principales du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages. Mais le conseil scientifique, c'est un peu spécial comme institution, même s'il fait partie du Parlement, c'est pas une institution politique. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la haute cour. Ensuite, la haute cour, une fois réunie, déciderait comment à la majorité des 2/3. Donc là, une majorité importante et à bulletin secret. À bulletin secret pour éviter des pressions sur le vote. Parce que si le scrutin est public au sein de cette haute cour, et que le président de la République est célèbre, ou fortement soutenu, ou qu'il y a des personnes qui pourraient menacer ceux qui votent pour sa destitution, eh bien ça créerait une pression. Ça créerait une pression dangereuse. Il faut éviter cette pression pour que les membres de la haute cour puissent décider en pleine conscience, sans pression, en pleine indépendance, s'ils souhaitent ou non destituer le président de la République pour un manquement manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions de président de la République. Donc majorité des 2/3, parce que c'est quand même une décision grave, mais à bulletin secret, pour, avoir un vote libre et un vote pleinement indépendant. Et on garde aussi le délai d'1 mois. Aussi, autre changement, la haute cour ne serait pas présidée par le président de l'Assemblée nationale, mais par le président de la Chambre des sages. Alors moi je trouve ça plus logique. Pourquoi ? Parce que la Chambre des sages, dans ma vision constitutionnelle, c'est pas comme le Sénat, c'est une institution très importante, c'est une institution, je dis pas que le Sénat n'est pas important, mais c'est pas le même rôle, c'est-à-dire que dans le poids, en termes de sagesse politique, de légitimité politique et de stabilité, la Chambre des sages a un rôle important à jouer. Et aussi par le fonctionnement de la Chambre des sages, qui est beaucoup plus consensuel et équilibré, où il y a plus de respect de la parole, en principe, c'est ce qui est voulu par son mode de fonctionnement et par ses attributions, que je ne redis pas ici sinon ce serait trop long. Mais pour toutes ces raisons, le président de la Chambre des sages est pour moi plus légitime à exercer ce rôle de président de la haute cour s'il y a réunion de la haute cour. Bon, on voit quand même que pour le président de la République, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il y a actuellement. Le principal changement concernant la responsabilité pénale, c'était pour le gouvernement, avec une responsabilité ordinaire pour les actes commis dans l'exercice des fonctions. Mais ce président de la République, il a cette irresponsabilité particulière, cette irresponsabilité pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions,
Et on pourrait dire, c'est lié à son rôle actuel de chef de l'exécutif, de chef de l'État et aussi chef de l'exécutif, chef des armées. Mais comme dans ma vision politique constitutionnelle, c'est le gouvernement qui a ces rôles-là. Et en particulier, ce sont les directeurs qui sont les réels chefs de l'exécutif et chefs militaires. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une protection plus forte, identique, potentiellement, à celle du président de la République, pour les directeurs? Eh bien, est-ce qu'il faut une protection plus forte? La question, on se la pose. La réponse, c'est non. C'est non pourquoi? Car l'exécutif est censé et doit respecter le droit, je l'ai déjà dit. C'est l'état de droit. Aussi, les actes commis par les ministres, mais aussi par les directeurs, sont toujours protégés contre les recours abusifs par la commission des requêtes. Ce qui n'empêche pas la mise en cause, puisque la commission des requêtes peut quand même valider certaines mises en cause sérieuses de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif, et y compris des directeurs. Enfin, les exceptions au droit commun sont déjà prévues dans le droit, ou peuvent être prévues dans le droit, pour les pouvoirs exceptionnels, hors du commun, qui sont dans l'exercice de leurs fonctions. Mais alors, pourquoi le président de la République garde, dans ma vision politique constitutionnelle, cette irresponsabilité pénale pour les actes commis dans ses fonctions, hors bien sûr la CPI, la Cour pénale internationale, et la procédure de destitution qu'on a vue? Eh bien, c'est car c'est un arbitre politique et garant du respect de la Constitution, de l'indépendance de la justice, de l'indépendance nationale, de la continuité d'État, de la stabilité du régime, stabilité, continuité, arbitre, garant, indépendance. C'est un rôle important, qui n'est pas celui de chef de l'exécutif, qui est différent, certes, mais qui est central. C'est aussi un chef d'État. Cette continuité, cette stabilité impose cette irresponsabilité pénale pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, et aussi cette irresponsabilité partielle, si je puis dire, même si c'est complètement inexact, cette responsabilité différée plutôt, pour les actes commis hors de l'exercice de ses fonctions, mais commis pendant son mandat. Aussi, je trouve que c'est moins problématique de garder cette irresponsabilité pénale pour le président de la République s'il a moins de rôle. Contrairement aux directeurs, au gouvernement, qui reprennent leur place d'exécutif, de chef de l'exécutif, de réel gouvernement, de réel pouvoir de gouvernance, de réel pouvoir exécutif et militaire. C'est moins problématique car il a surtout des pouvoirs symboliques dans ma vision politique. Et enfin, il y a toujours cette continuité historique qui est quand même à prendre en compte, de la protection du chef de l'État qui incarne l'autorité de l'État. Cette incarnation de l'autorité de l'État doit être protégée, notamment pour des décisions qui pourraient être graves. Et je le rappelle, car ça fait partie des décisions graves qui doivent être protégées, c'est le recours à l'arme nucléaire. Dans ma vision politique, c'est le président de la République qui garde ce pouvoir, qui est un pouvoir fort, évidemment, et qu'on espère ne jamais utiliser. Mais en tant qu'arbitre garant du respect de la Constitution, de l'indépendance de la justice, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, c'est logique dans son rôle qu'il garde ce pouvoir, et aussi parce qu'il incarne l'autorité de l'État, il garde ce pouvoir, et il doit être protégé pour l'utilisation qu'il pourrait en faire, qu'on espère qu'il ne fasse pas. Bien sûr, si c'est abusif, il y a les procédures de destitution, il y a la Cour pénale internationale pour juger d'éventuels crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui seraient liés à l'utilisation de ces pouvoirs. Bien, donc si on résume un peu tout ça, si on résume cette responsabilité pénale, d'abord du gouvernement et des directeurs compris, elle est ordinaire, donc le droit commun, pour les actes commis hors de l'exercice de leurs fonctions. Elle est aussi ordinaire, donc le droit commun, pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, c'est nouveau. Mais attention, on garde la filtration par une commission des requêtes, à la majorité absolue, commission des requêtes, donc 4 magistrats de la Cour de cassation, dont un qui est président et élu par la Cour de cassation, 3 du Conseil d'État, le CEC Conseil d'État, 3 de l'organe indépendant mixte, qu'on pourrait appeler Conseil supérieur de la magistrature, qui remplacerait l'actuel Conseil supérieur de la magistrature, et on respecterait pour ces 3 membres de ce Conseil supérieur de la magistrature les 3 tiers. On continuerait de respecter les 3 tiers, politique, juridique et populaire. Tous ces membres-là sont élus pour 5 ans par ces instances. Ensuite, on vient de voir la responsabilité pénale du président de la République, qui, dans ma vision, reste ordinaire pour les actes hors de l'exercice des fonctions, mais sans qu'il y ait de possibilité de procédure
de mise en cause juridique, il y a une vraie pause et une protection pendant son mandat. Pas sur les actes qu'il pourrait commettre pendant son mandat, hors exercice de ses fonctions, mais sur les procédures, les attaques en justice qui pourrait y avoir. Non, tout est gelé, tout est bloqué. Pour les actions en justice contre le président de la République, pendant son mandat, ça reprend 1 mois après la fin de son mandat. Donc il reste responsable, mais une responsabilité différée, gelée pendant son mandat. Enfin, il n'est pas responsable pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, sauf devant la Cour pénale internationale et la procédure de destitution pour manquement dont trahison devant la Haute Cour, qui serait nouvellement composée donc de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, et présidée par le président de la Chambre des sages, qui voterait à la majorité des 2/3 à bulletin secret, après les votes à la majorité absolue de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, et l'initiative, bien sûr, faite par 1/3 de l'Assemblée nationale ou 1/3 de la Chambre des sages. Bien, donc ça ici, en résumé, en condensé dans cette conclusion, c'est ma vision politique sur la responsabilité pénale de l'exécutif, donc du gouvernement, et du président de la République. C'est pas ce qu'il y a actuellement, c'est ce que moi j'imagine qu'il devrait y avoir par la Constitution, dans cette vision politique qui est la mienne, que je dessine, pour la Constitution. Bien. Après avoir vu ce sujet-là, qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? Eh bien, ici on a parlé de responsabilité pénale. On va continuer un peu sur ce thème, puisqu'il y a une autre exception à interroger, c'est le droit de grâce. On est encore ici sur l'idée du pénal, mais pas ici de responsabilité pénale de l'exécutif, mais plutôt de pouvoir de gracier des personnes qui ont été jugées coupables, qui ont été condamnées pour des délits ou des crimes. Merci encore à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode 66 de Parlons Constitution, merci à tous de suivre. N'hésitez pas à commenter, à donner des compléments juridiques sur des points qui ne sont pas du droit constitutionnel, ou même des points de droit constitutionnel, ou même vous donner votre avis, bien sûr, sur critiquer, n'hésitez pas, mais toujours dans le respect, bien sûr, car ce que je propose ici, c'est ma vision, c'est réfléchi, certes, mais c'est pas infaillible, et c'est par le débat qu'on peut améliorer les idées, construire une meilleure vision ensemble. N'hésitez pas à les commentaires, ou sur Discord, aussi un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, des partages éventuels, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche pour connaître la suite, je le dis assez peu, mais c'est important de le faire. Merci encore, c'était Elsker, et à la prochaine où on parlera du droit de grâce.